Mohamed Sidi, 36 ans, et qui trouve sa source d'inspiration à la fois dans son rôle de père de famille et aussi son rôle d'époux. Son entrepreneuriat a commencé en 2009 lorsque, avec son frère et son père, il crée une société dans le BTP qui avait pour objectif de proposer des prestations après les chantiers de nettoyage. Il a collaboré pour les grandes sociétés comme Nexity, comme Vinci ou comme plein d'autres sociétés. Ensuite, dans la période Covid, Mohamed Sidi est rentré dans une période où il a commencé à beaucoup réfléchir à ce qu'il pouvait apporter au-delà de ce qu'il fait professionnellement à la communauté noire et en particulier aux musulmans. Et c'est là qu'il a décidé de se dire, est-ce que je ne vais pas me lancer aussi dans l'accompagnement? Donc il a créé un programme Morning Warrior. Je crois qu'il y a des personnes dans cette salle qui en ont déjà bénéficié. Donc c'est un programme qui allie développement de soi, connaissance de soi et aussi spiritualité, de manière à faire de notre communauté une communauté pleine de soldats qui sont prêts à accomplir leur mission personnelle pour qu'on puisse demain faire un big événement où vous serez vous tous intervenants et vous nous partagerez tous vos accomplissements. Donc c'est vraiment ça sa vision, Inch'Allah. Et il est aussi le cofondateur des Mansa. Et je vois Yaya des Mansa notamment qui est dans la salle. Donc Mansa, c'est un nouveau réseau, vous avez déjà entendu parler en vous demandant mais qu'est-ce que c'est que ce nouveau truc sur les réseaux sociaux. Donc c'est un réseau qui va allier beaucoup d'hommes de la diaspora, des jeunes afro-musulmans, qui vont se réunir par les spiritualités, business et essayer d'avancer et de construire quelque chose de beau et de grand. C'est pas facile d'intégrer les Mansa, mais tous les hommes qui sont dans la salle et toutes les femmes, parce que maintenant il y a aussi les Mansa Rousseau, je vous pousse à intégrer ce réseau qui est un très beau réseau. Merci Mohamed Sidi d'être présent parmi nous. Mohamed Sidi, quel est ton lien avec le Mali? Bismillah wa salatu wa salam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout d'abord, je tiens quand même à remercier Fatou de nous avoir invités. On s'est vu qu'une fois au Mali, lors de Farafina Fanga. D'ailleurs, je remercie Rokia parce que c'est justement ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment cette notion de ensemble. Comment on va réussir à se connecter, à faire des choses. Et je tiens à vous tous aussi vous remercier. Ça fait vraiment plaisir d'être là devant ses frères et ses sœurs et de voir qu'il y a autant de personnes qui sont motivées, intéressées pour se développer et pourquoi pas contribuer, Inch'Allah, au développement de notre pays, que je pense on aime tous, le Mali. Mon lien avec le Mali, moi, ça a commencé en 2018. Pardon. Avec mon père, on décide de ramener toute la famille. C'est-à-dire la famille, papa, maman, et puis moi aussi, ma famille. On ramène toute la famille, et puis je suis au Mali. Et moi, j'étais allé en 2004. Ça faisait très longtemps que je n'étais pas parti au Mali. Quand j'arrive au Mali, je regarde. Je me dis, waouh! Depuis que je suis parti là, depuis 2004, ça n'a pas changé. Je crois qu'on a tous la même impression quand on descend de l'aéroport. Non, vraiment, ça m'a touché. Peut-être sur je un me suis dit, meeting. tu vois, je me dis, ça fait longtemps que je suis parti. Et même certains endroits se sont dégradés. Ça m'a touché. Mais, ok, on regarde, on avance, pas de souci. Je reviens, un jour on revient du champ, et on achète des fruits et des légumes. Je rentre à la maison, je vois que les fruits et les légumes qu'on a achetés sont dégueulasses, ils sont pas bons. Je me pose la question, je me dis, c'est bizarre. Les oranges, des trucs comme ça, c'est vraiment, il n'y a pas de goût. Quand je retourne, je pose la question aux personnes, d'où viennent ces fruits, d'où viennent ces légumes? On me dit, ça vient du Maroc, ça vient d'Espagne, ça vient de là-bas, ça vient de là-bas. Je dis, mais attends. Moi, j'ai roulé là, j'ai vu plein de champs, plein de choses, plein de terrains. Donc nous, en fait, on lui donne à manger. Or qu'on a des terres, on a de quoi faire. Ça m'a choqué. Je suis resté avec cette idée dans la tête. Mais quand même, quand je suis allé là en 2018, vraiment j'ai eu un amour pour le Mali, que je ne peux pas expliquer. C'est pour ça que je suis le frère qui a dit, si vous voulez entreprendre au Mali ou peu importe ce que vous voulez faire, allez-y. Confrontez-vous aux gens. Allez-y plusieurs fois, 2 fois, 3 fois par an, 4 fois par an. Allez-y un long moment. Et essayez de connecter avec des personnes aussi qui sont là-bas.
C'est pour ça que je salue l'initiative de Fatou et de ma sœur aussi, ici à Cita Tissako, d'aider en fait les personnes de la diaspora à pouvoir venir au Mali, entreprendre ou trouver une maison de la meilleure des manières, parce que c'est pas facile. Donc après cela, je me suis un peu intéressé à l'agriculture. Je me suis intéressé à l'agriculture, je me suis dit, bon, un pays pour qu'il fonctionne, il faut manger. C'est ça qui est important. Et je suis parti au Sénégal. Il y a John Yang, une personne qui m'a beaucoup inspiré, que je salue ici devant vous tous, parce que des fois, il suffit qu'une personne parle de certaines choses peut créer un déclic chez vous, et franchement, lui, il a été un déclic. Donc, je suis parti faire sa formation. J'ai regardé un peu ce qu'était l'agriculture, parce que comme mes frères, je ne vais pas me lancer dans quelque chose comme ça. Il faut que j'apprenne un petit peu, pour savoir un peu comment ça se passe. Donc, j'ai fait ça, j'ai beaucoup aimé, et j'ai parlé avec mon père. Ça, c'est aussi un conseil que je donne là, en même temps que je mets en avant, parce que souvent, quand nous, on veut aller entreprendre en Afrique, on veut y aller nous. Après, on va faire le héros là-bas. C'est ça qu'il s'agit. Or que, alors ce que je vais dire, c'est pas général, mais on a des parents. On a des parents qui, des fois, ont un réseau, connaissent des gens. Abdallah, il en a parlé, il avait son père qui avait des personnes qu'il connaissait. D'aller à cette première option. Voilà. Ça dépend de la relation que vous avez avec la famille. Sinon, vous avez Assitane et notre soeur qui est là, machallah, pour vous aider. Et je ne sais plus où j'en étais. Un amour pour le Mali. Les parents. Donc voilà, donc moi j'ai beaucoup parlé avec mon père, parce que mon père, en fait, lui aussi m'a donné cet amour du Mali. Mon père, toute sa vie, je l'ai regardé faire des choses pour le Mali. J'ai regardé perdre son argent, mais il n'a jamais lâché. Toujours, il s'est dit comment je fais pour aider ce pays. Et moi, je lui ai dit, papa, je t'accompagne. On va faire ensemble. Parce qu'on avait la société ici, donc on faisait des allers-retours. Donc moi, j'y vais, lui, il reste là-bas, il fait comme ça pour pouvoir développer les affaires et les business. Et donc, je pense que voilà, il y a aussi mon papa qui m'a beaucoup donné cet amour du Mali. Et je regarde tous les pays, c'est pour ça que je suis content d'être ici dans cet événement-là, c'est le Mali, c'est ça, non? Voilà. Je suis vraiment content parce que voilà, chacun son pays, on voit tous les pays qui font des choses, en tout cas qui se montrent. Mais aussi, nous, les Maliens, on est des quelqu'un. Donc il faut qu'on puisse montrer aussi ce qu'on peut faire. Les descendants de Soundiata Keïta, applaudissez! Je suis vraiment persuadé que voilà, le Mali, c'est un pays puissant, il y a beaucoup de choses à faire et qu'on a notre pierre à apporter. Voilà. Absolument. Mohamed Sibi, tu fais quand même beaucoup de choses au Mali. Il est dans l'agriculture. Il a aussi, je ne sais pas, des fois sur WhatsApp, il m'envoie des photos de chevaux. Il me dit, regarde ma vache, elle a accouché. Hein, il y en a qui connaissent ces histoires ici. Et puis aussi, il est dans la boulangerie. Donc moi, je ne comprends rien. Mohamed Sibi, qu'est-ce que tu fais au Mali? Il y a beaucoup de trafic. Dis-nous tout ici, là. Non, comme j'ai dit, c'est simple. Hein. Ce que je fais au Mali, c'est comment moi, je peux contribuer au développement de mon pays que j'aime. Tout ce que je peux faire, s'il y a une opportunité, je vais le faire. C'est ça en fait, hein, si je dois dire simplement. Qu'est-ce que tu fais dans la boulangerie? Non, dans la boulangerie, bon, ça c'est plus mon père, il avait une opportunité. C'est-à-dire que c'est un moment où il y a beaucoup de personnes qui voulaient faire des boulangeries. Bon, vous connaissez nos pays. Alors, quand quelqu'un fait quelque chose qui marche, on dit, ah, moi aussi je vais faire ça. Donc c'est une période où tout le monde, voilà, voulait la boulangerie, ah, telle personne a fait la boulangerie, ça rapporte et tout ça. Donc c'est comme ça qu'on est rentré dedans, on a fait des rencontres. On a cherché sur internet un fournisseur, parce qu'avant ça on était déjà dans l'import-export. Avec mon père on était déjà dans l'import-export. Moi j'ai grandi dedans, mon père il a toujours ramené des pneus. On a ramené des pneumatiques et tout ça usagés, mais c'est mal quoi. On a ramené ce qui reste ici, maintenant on essaie d'améliorer, mais bon, c'est des trucs qui marchent bien comme ça. Et donc la boulangerie. Après, voilà, on a créé un réseau, donc on est aujourd'hui représentant Regard, qui est la plus grosse société de boulangerie du monde. Et donc on travaille avec eux et puis là on fait de l'import-export de matériel de boulangerie. Donc vous fournissez tous ceux qui veulent se lancer dans la boulangerie. Exactement. Des grosses pétrisseuses, j'imagine, des mâches, des pétrins, toute personne qui veut faire une boulangerie au Mali, Inch'Allah, il n'y a pas de problème. Les gens qui n'ont pas dit. Donc nous on l'a fait aussi nous-mêmes, on avait quand même cette envie de montrer par l'exemple, donc on a fait 2 boulangeries. On a fait 2 boulangeries, il y en a une qui est à Safo et qui est à Salé. Donc c'est pour ça qu'on est dans la boulangerie. C'était une opportunité. Super. Donc ça, c'est ce que tu fais au Mali.
pour développer le Mali. Et en France, comment tu contribues à aider la communauté? C'est quoi tes deux axes? Parce que moi, je connais Morning Warrior et je connais les Mansa. C'est quoi le point commun entre ces deux activités-là et c'est quoi ta mission globale que tu diffuses dans ces activités? En fait, le constat, c'est quoi pour moi? C'est vrai qu'on a tous envie. Enfin, je sais pas, est-ce que tout le monde ici a envie de contribuer au développement du Mali? Pour être dans une salle de 40 degrés, là, et concentré face au je pense que... Donc, je trouve que c'est quelque chose de bien. Et j'encourage à faire ça. Mais, quand on observe, on regarde la communauté, on voit que quand même, il y a certaines problématiques qu'on a et qui font que, même si on se lance dans le business, on ne va pas réussir à avancer. Que ce soit d'un point de vue mindset, état d'esprit, que ce soit d'un point de vue spirituel aussi. Donc c'est comment justement, avant de se dire que je vais aller développer le Mali, je vais aller faire ça, je vais sauver ceci, je vais faire cela, c'est de se regarder soi-même honnêtement et de se dire en fait quel est mon état aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont la franchise de dire je sais que je dois un peu bosser sur moi avant de me lancer dans l'entrepreneuriat parce que ça va piquer? Ok. Qu'Allah vous préserve. C'est hyper bien d'avoir la franchise de se dire ok, je vais bosser un peu, après je vais me lancer parce que visiblement, d'après tous les témoignages de Ou jusqu'à Mohamed Sibi, et on va continuer avec Jokunda, c'est pas facile. Donc bosser sur soi, c'est important. Comment tu fais Mohamed Sibi bosser sur les gens? Ça à travers différents programmes et à travers différentes personnes, comme notre sœur Oumou, comme Christelle qui est là. D'ailleurs, elle devrait même être sur scène là pour parler de certaines choses. Inch'Allah, prochainement, sera invité. Mais en fait, il y a quelque chose que j'ai capté. C'est, moi, quand j'ai commencé, déjà, j'ai commencé par moi-même. J'ai commencé à me former, j'ai commencé à rentrer dans le développement personnel, j'ai fait plein de choses. Mais j'ai trouvé qu'il y avait un problème avec le développement personnel, même si j'aime, mais quand même, il y avait un problème déjà. Le côté spirituel qu'il n'y avait pas. C'est pour ça que dans tous les programmes que je fais, il y a toujours cet aspect spirituel qui était très important. Et autre chose, il y a une chose qui me dérangeait dans se développer personnellement, c'est comme si en fait c'est moi et moi-même et je me développe et tout ce que je fais de bien, et ben c'est si je fais bien, si je réussis, si je fais mal, je rate, etc. Et je me suis dit en fait il y a un truc qui est important qu'on néglige beaucoup, c'est d'être ensemble. C'est comment je vais réussir, en tout cas moi humblement, à faire en sorte de créer un environnement propice au développement de mes frères et de mes sœurs. Et pour cela, c'est vraiment comment j'ai réussi à les connecter à travers des événements, à travers des formations. Et comme là aujourd'hui, en tout cas, essayer de donner le peu que je connais, et pourquoi pas, ça peut inspirer ou développer les personnes. Ton dernier bébé, parce que tu en as un, mais il commence à être un peu grand, c'est les Mansa. D'où est venue cette initiative? En quoi ça consiste? Parce que c'est un moment très atypique, surprenant, mais qui en même temps est parfait, arrivé au bon moment, je pense. Comme j'ai dit, moi j'aime bien me former. Et en tant qu'entrepreneur, à un moment, je suis arrivé à un plafond de verre. Il fallait que je sois avec d'autres entrepreneurs. Il fallait que je sois avec des gens qui ont envie d'entreprendre. Parce que souvent, en tout cas nous, dans notre communauté, quand on va commencer à vouloir entreprendre, ce qui va se passer, c'est que notre entourage, souvent, n'entreprend pas. Ou souvent, ne vont pas nous comprendre. Ou vous nous conseillez, mais aujourd'hui, tu es dans une sécurité, tu es bien. Pourquoi tu vas aller chercher le problème? Reste dans ce que tu es. Mais je pense que, je ne dis pas que l'entrepreneuriat est fait pour tout le monde, mais il y a des gens qui ont cette envie de créer, il y a des gens qui ont cette envie de faire des choses, il y a des gens qui ont envie de développer des choses. Donc, je me retrouve un peu seul. Quand on parle de chiffre d'affaires, quand on parle de certaines stratégies marketing, bon, c'est pas avec tout le monde qu'on peut parler de ça, de branding, de personal branding, bon, c'est compliqué. Donc j'ai cherché pour moi déjà pour me développer un réseau d'entrepreneurs où je vais pouvoir continuer à grandir. Donc c'est ce que j'ai fait, ça s'appelle l'incubateur 56. Bon, quand je suis rentré là-bas, déjà la première fois ils m'ont refusé. Ils m'ont dit non, tu fais pas assez de chiffre d'affaires, quand tu fais plus, tu reviens. Bon, moi c'est pas clair, il n'y a pas de problème, je vais revenir. Donc 1 an plus tard, je suis revenu et ils m'ont pris. Bon, quand je rentre dans cet incubateur, je suis le seul noir. C'est ok, il n'y a pas de problème. Et je me dis, en fait, quand je suis dans cet incubateur-là, c'était trop puissant. Cette connexion qu'on avait les uns les autres. J'étais avec des gens qui me comprenaient bien, qui même quand je leur parlais d'un certain chiffre d'affaires, ils me disaient, bon, c'est petit ça. Tu peux faire ça, tu peux faire ça, monte.
qui me tiraient vers le haut. Et vraiment, ils m'ont propulsé. J'ai trop aimé cet incubateur. Et je me suis dit, mais ça, il faut que je la ramène dans notre communauté. Faites-moi, je fonctionne comme ça. Je vais me former partout, je prends, je duplique à notre communauté. Et c'est ce que je fais. Donc, je prends les outils, je regarde un petit peu comment ça se passe, je leur demande comment ils m'aident à pouvoir développer cela. Après, je décide juste, parce que moi, on peut le voir ici dans la salle, hein. Il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Hein. C'est vrai ou pas? Bon, souvent, quand je fais des événements, des formations, c'est toujours la même chose. Il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Mais je me suis dit, mais les hommes aussi, c'est important. Alors attention, il faut que je précise quand même que j'ai accompagné 90% des personnes que j'ai accompagnées sont des femmes. Comme ça, on ne va pas me tirer dessus. Hein, ça, c'est là. Et maintenant aussi, ça continue. Mais il fallait que je puisse développer quelque chose pour les hommes. Il fallait que les hommes aussi puissent avoir un environnement où ils vont se développer. Un environnement de confiance pour justement développer des projets. Donc c'est comme ça que ça commence. Après, je me dis, bon, je connais plein de frères de la communauté, je vais faire un restaurant. Je vais juste faire un restaurant, on va parler, on va échanger, on va voir comment ça se passe. En parlant, en échangeant, on voit que vraiment il y a une connexion entre les frères qui est très 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 forte. Je me dis, waouh, on nous a toujours dit que les Africains, on ne peut pas se mettre ensemble, mais là je suis en train de voir autre chose. Je suis en train de voir une nouvelle génération de leaders qui arrivent à mettre leur ego de côté pour se mettre ensemble, de se donner de la force et de se développer. Je fais un deuxième événement à la Défense, donc pour moi il était important de faire quelque chose de grand. Je ne voulais pas qu'on fasse un truc petit, je voulais vraiment faire quelque chose de grand, donc je loue une partie d'un bâtiment à la Défense, où on fait un événement incroyable, et là on voit vraiment l'entraide des frères, le développement, tout ce qui se passe. Par exemple, vendredi, alors c'était avant-hier. Vendredi, j'étais à un mariage, alhamdulillah, et comment ça s'est fait? C'était que à l'événement de la Défense, il y a un frère qui n'était pas bien. Il n'était pas bien, il ne se sentait pas bien, il a échangé, lui, il voulait carrément partir. Il a dit, oh, c'est bon. Bon, il y avait un truc que le mariage, sa femme l'a quitté, tout ça, bon, c'était un peu compliqué. Moi, je vais partir au Canada, je m'en vais, je vais fuir. Et il parle avec d'autres frères, il me dit, non, pourquoi tu veux fuir? Attends, ils ont parlé, ils ont échangé, et ils m'ont dit, voilà, il y a une sœur qui est là, voilà, on a un peu connecté, quoi, une sœur que je connaissais. Et donc, avant-hier, j'ai été au mariage. Donc, c'était des petites choses comme ça. Il y a aussi plusieurs frères aussi aujourd'hui qui, tellement ils se sentent bien, ils développent des projets, ils développent des choses, donc c'est ça. Et bon, comme après, il y a beaucoup de femmes qui ont demandé, donc là aujourd'hui, on a déjà commencé à faire le groupe WhatsApp. Et puis on va voir comment les femmes aussi se développent de leur côté. Et ça dépendra des femmes. Si elles arrivent à s'entendre, à faire cela, je n'ai aucun doute sur ça, et bien Inch'Allah, on arrivera à faire des grandes choses. Parce que moi, c'est ça en fait ma vision. C'est comment on fait pour se mettre ensemble. Parce que moi, je vous dis, malgré les projets que j'ai fait au Mali, que ce soit sur l'agriculture, que ce soit sur la boulangerie, l'import-export, le matériel industriel, j'ai vu que si je continue comme ça à faire seul là, je vais avoir un impact sur le Mali, mais il ne va pas être grand. Donc il fallait que je puisse motiver d'autres personnes à le faire. Et donc pour cela, de se mettre ensemble, de montrer la réalisation et de voir comment on peut s'entraîner. Je parle beaucoup, désolé. Non. Comment fait-on pour intégrer les Mansa ou les Mansa Mousso, ce réseau? Ouais, il faut juste remplir un formulaire. Donc si vous allez sur l'Instagram qui s'appelle les Mansa, et vous cliquez sur le formulaire et vous le remplissez et puis on vous contacte. C'est un peu sélectif. Donc répondez bien. C'est sélectif, comment ça? Quels sont les critères? Non, les critères, déjà, il faut avoir ce truc d'entraide. Il faut que tu aies envie de dire, je viens dans un réseau, mais j'ai des compétences que je veux donner. Et automatiquement, chaque personne qui va donner, ça va revenir, c'est logique. Donc déjà, la première des choses, c'est ça, d'avoir envie de donner. Autre chose aussi, en tout cas, je pense que j'ai commencé à réciter le Coran, la spiritualité. C'est important, c'est un aspect très important. Moi, dans tout ce que je fais, je le mets. Parce que même en tant qu'entrepreneur, justement, des fois, on est confronté à des difficultés. Et une des choses qui peut vraiment nous aider, en tout cas moi, qui m'aide énormément, c'est la spiritualité. Parce que des fois, par exemple, nous, on nous dit, il se peut des fois, tu veux une chose, elle n'est pas bien pour toi. Il se peut que tu ne veux pas une chose, elle est bien pour toi. Et tu essaie donc, tu t'apaises avec ça. Tu n'es pas là à forcer, tu dis non,
I can't do it. Il faut que je fasse. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Il y a quand même un aspect spirituel qui est très très important, qui est souvent un peu négligé. Donc c'est ça, et après, s'il y a des malheurs, tout ça. Merci beaucoup Mohamed Sidi pour ce partage. Donc, vous avez vu entrepreneur en BTP, également entrepreneur au Mali dans l'import-export de matériel de boulangerie, et également un petit peu dans l'agriculture au Mali, et finalement formateur ici en France sur le plan du développement personnel, toujours avec ce volet spirituel, et cofondateur de Mansa. Et j'en profite aussi pour saluer Eya Bakayoko qui est aussi un frère très très investi, et sans préciser aussi qu'on a effectivement Abdoulaye qui est aussi membre actif des Mansa. Est-ce que dans le public, il y a des personnes qui veulent poser des questions à Mohamed Sidi par rapport à son parcours, par rapport à pas mal de questions de ce côté-là? Candy, si tu peux passer le micro. On va essayer de on n'est pas mal savoir. Comment est-ce que quelqu'un qui est venu et qui a adhéré au Mansa, comment il a pu évoluer professionnellement? Est-ce que tu as vu une forte évolution grâce au Mansa? Merci pour cette question. Déjà, il faut comprendre que les Mansa ont commencé au mois de mars, vraiment, l'activité. Mais malgré ça, alhamdoulilah, on a plusieurs frères qui ont développé des projets. On peut prendre par exemple le Sako Transport, qui aujourd'hui, grâce à la communauté des Mansa, a pu développer son entreprise de transport au Sénégal. On a aussi Mamour, dont je dis les noms, voilà. On a un frère qui s'appelle Mamour, qui a aussi développé, en fait, ça, lui, il se cherchait, il ne savait pas vraiment ce qu'il voulait faire. Et en communiquant avec ce qu'on transmet, il a trouvé vraiment sa voie. Et aujourd'hui, il est prestataire dans tout ce qui est audiovisuel. On a aussi un autre frère qui s'appelle Moussa. Machallah, et Moussa, lui, et je vous dis, on a commencé au mois de mars, hein, donc c'est incroyable ce qui se passe. On a aussi Moussa qui aujourd'hui est en train de développer, je l'accompagne pour cela, une maison d'édition pour permettre aux gens de la diaspora de créer des livres. Il a déjà commencé, là, il est sur une BD pour enfants, pour justement qu'ils puissent lire ce livre-là et se valoriser, avoir confiance en soi, etc. Et plein d'autres choses. Juste, là, ouais. Juste pour justement confirmer, en fait, c'est dire, c'est que moi, les Mansa, justement, m'ont aidé à consolider un projet que j'avais, notamment avec l'ASSO où on faisait des ateliers de fabrication de lampes solaires avec les jeunes. Et les Mansa ont été mes cobayes pour pouvoir améliorer cette formation. Donc on a fait, cet atelier, on a fait l'atelier, ils m'ont dit leur retour de façon directe, ce qu'il fallait améliorer, changer, pourquoi, comment, etc. Et aujourd'hui, cet atelier est meilleur. Donc voilà, juste pour témoigner. Et vraiment, la force, c'est vraiment cette connexion entre nous. Et il y a des choses qui se passent qu'on ne peut pas expliquer. Ça se fait comme ça, naturellement. Tout le monde a envie de donner, tout le monde a envie de s'entraider. Hier, il y a un frère je vous rajoute encore un autre frère, qui a lancé son podcast de foot. Donc c'est quelqu'un qui aime beaucoup le foot. Hier, il a envoyé son logo sur le groupe et pour avoir notre avis et de savoir comment on va l'aider. On a Yahya Bakayoko qui est là et qui lui aussi fait des logos et très très fort dans l'IA, qui lui aussi, à travers les Mansa, d'ailleurs, je précise, c'est lui qui développe l'Instagram des Mansa. Et j'espère, est-ce que vous pouvez l'applaudir parce qu'il fait un travail extraordinaire. Et lui, et on parlait encore tout à l'heure de comment il va développer son agence. Donc l'objectif, en tout cas nous, c'est comment on va faire pour que chacun des frères développe son projet, ou comment on va faire, là on est sur un projet au Mali, Inch'Allah, avec Abdoulaye Abou de terrain, et justement on veut faire la première ferme des Mansa en collectif. Donc petit à petit on avance, mais je trouve que depuis qu'on a commencé, on a quand même fait pas mal de choses. Inch'Allah, ça ira plus loin. Merci pour ta question. Est-ce que j'ai répondu concrètement? Aujourd'hui, je suis salarié d'une entreprise, d'une multinationale. Quel est le cheminement, le parcours que je dois faire pour pouvoir m'installer durablement au Mali? Est-ce que je dois me mettre en dispo? Est-ce que je dois démissionner? Est-ce que je dois avoir mon appartement? Moi, j'ai envie de donner la parole à Fatou pour répondre à cette question, parce que je pense que c'est la meilleure personne pour répondre à la question. C'est pas la même. En tout cas, moi, juste précise un petit truc, c'est que moi, personnellement, et on va recentrer le débat, tu as raison sur ça, mais personnellement, moi, en tout cas, le gros focus aujourd'hui, il est sur la diaspora qui est ici. C'est comment on fait pour se développer. Et justement, ça me rappelle une citation de Marcus Garvey, qui lui aussi avait cette idéologie, ce truc de ramener un maximum d'Américains en Afrique, mais
il a bien dit que ça ne sert à rien de ramener des gens de la diaspora pour ramener des gens de la diaspora. Ça ne sert à rien. Il faut ramener des gens de la diaspora qui soient excellents. Il faut que quand ils viennent au pays, que ce ne soit pas un poids, mais une plus-value. Donc moi, c'est quand même ce petit aspect que je tiens à préciser. Après, on va passer à... Est-ce que le code du travail est calqué au code du travail français? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, afin d'établir mon business plan, je voudrais savoir le taux horaire SMIC au Mali. Toutes tes questions, elles sont ironiques. Moi, je vais juste répondre très rapidement. Très rapidement. Après, je pense que ça s'appelle comme elle est un peu dans tout ce qui est business plan, elle répondra. Moi, j'ai répondu sincèrement. Je pense qu'on a une problématique. Je ne dis pas que tu as une problématique. Je dis on, c'est-à-dire souvent nous, même moi quand je suis parti, c'est que, en fait, quand on va au bled, il faut carrément oublier le mindset d'ici. Ça n'a rien à voir. C'est pas du tout pareil. Ça n'a rien à voir. Je pense que la sœur en a parlé, elle a expliqué qu'il fallait qu'elle crée un centre de formation. Donc moi, en tout cas, mon avis personnel, comme au bled, c'est vraiment, comme il a dit aussi l'autre frère, c'est de s'acclimater un petit peu, de voir tout ça. Mais le mindset là de ici, comment les aider, tout ça, ça ne marche pas. Il faut aller, il faut voir. Et en plus, chaque personne qui y va vivre d'une manière différemment. C'est-à-dire, moi, je vais dire ce que j'ai vécu. Potentiellement, c'est pas ce que toi, tu dois faire. Mais clairement, on doit arrêter avec ce truc où on veut faire les choses comme ici. Il y a une autre mentalité là-bas. Ils nous ont pas attendu pour vivre. Ils vivent quand même. Maintenant, c'est comment on réussit à se connecter avec eux, comment on réussit à se connecter au pays et à faire les choses aussi ensemble là-bas. Parce que sinon, ça va être extrêmement compliqué. Donc, quand on va là-bas, là, le mindset ici, là, en tout cas, il faut le mettre de côté. Il faut apprendre. Il faut être un apprenti. Il faut regarder comment il fonctionne. Il faut se faire accompagner. Et après, par rapport au pays, on prend des décisions. Mais pas par rapport à nous et ce qu'on croit. Sinon, ça va être terrible. Ah oui. Excuse-moi, juste pour dire, c'est ça que je disais tout à l'heure, en fait, quand vous allez au Mali, il ne faut pas aller directement pour dire que je vais entrepreneur, je vais faire mon entreprise tout de suite. Non, vous allez sur un terrain, vous allez bosser. Il faut aller tout d'abord pour comprendre le pays, comprendre les personnes qui vivent là-bas et voir les situations. Parce que ce n'est pas du tout pareil que la France. Si tu vas sur un terrain que tu ne connais pas et que tu veux faire un business plan, tu as tout faussé. Ton business plan, c'est zéro. Même les personnes qui vivent là-bas, qui font leur business plan, ils te les donnent, c'est zéro. C'est à toi de partir et regarder, faire des petites vacances, tu rentres, et après tu vas, tu fais 3 mois, tu rentres, là tu sauras c'est quoi, en quoi je m'engage, c'est quoi les pays, et c'est quoi les personnes à qui je veux viser. Parce qu'il faut comprendre au Mali, il y a 3 types de personnes. Il y a des personnes qui sont super riches, l'argent, ça n'a pas de prix pour eux, il y a des personnes qui ont moyen et il y a des personnes qui ont encore bas. Donc il faut aller pour regarder d'abord. Il ne faut pas aller sur l'idée tout de suite, je vais faire mon entreprise. Sinon là, c'est fini. À la Kahina. Est-ce que je peux nous apporter son expertise sur ce point? Oui, un petit éclaircissement. En tout cas, pour ma propre expérience, j'ai entrepris plusieurs voyages d'immersion. C'est-à-dire que je ne suis pas allée au Mali en vacances, je suis allée au Mali pour vivre comme un vrai Malien, un autochtone, à proprement dit. C'est-à-dire que je me suis mise dans le taxi de mon cousin et j'ai sillonné Bamako avec lui. Là où il allait, j'y allais. J'étais allée avec un premier projet. J'ai testé mon projet. J'ai essayé de voir si c'était possible. C'était pas possible. Je suis revenue. Je suis repartie. Et quand je suis repartie, je suis restée un peu plus longtemps que mon premier voyage. Et là, je devais en fait, comment je vais dire ça, apprivoiser, mais encore mieux mon environnement. C'est-à-dire comment les gens vivent là-bas. Quel est leur moyen? Est-ce que nous, nos moyens, c'est exactement les mêmes que les leurs? Tout à l'heure, le monsieur il a dit SMIC horaire. Ça reste ici. Le SMIC horaire, il reste
ici. Il n'y a pas de SMIC horaire. En tout cas, pas à ma connaissance. Il y avait encore une autre... Le business. Ah voilà, la démission. Je dirais que si vous êtes seul dans votre projet, ne démissionnez pas. Si vous n'êtes pas sûr de vous, testez d'abord, partez, puis revenez. Si vous êtes plusieurs, relayez-vous. Mais ne laissez pas de blanc entre un arrivé et un départ. C'est-à-dire quand il y a une personne qui est sur place, quand elle est censée revenir, l'autre personne prend le relais. Parce qu'il y a de vraies réalités au Mali. Quand on part et qu'on revient, on pense que quand on va repartir, là où on l'a laissé, on va retrouver, recommencer tout à zéro. Ça aussi, ce sont les réalités du Mali. La question du business plan. Je pense que M. Tounkara a bien répondu à la question. En fait, ce qu'il faut comprendre, pour résumer, c'est que le Mali, c'est vraiment l'école de la vie. Il y a un moment donné où il va falloir qu'on oublie un peu tout le côté, on va dire, méthodique, du programme. Je ne sais pas comment on dit ça en école, on va dire, et juste aller et regarder, analyser et s'écouter. Ça, c'est super important. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Moi, je veux juste rajouter un petit truc. Que ce soit ici ou au Mali, toute personne qui décide d'entreprendre va être confrontée à des problématiques. C'est l'entrepreneuriat, c'est comme ça. Il y aura des problématiques, on n'arrivera jamais à faire quelque chose, parce que c'est très francophone, où tu te lances dans un projet, tu fais quelque chose, c'est parfait, et c'est bien, et quand ça ne va pas, il y a un problème. Non, c'est l'entrepreneuriat. C'est, des fois ça va, des fois ça ne va pas, donc vous serez confronté à des problèmes. Ça, c'est ce que je veux dire. Et autre chose que je voulais rajouter, c'est que quand on parle du Mali, ou de se dire que je vais aller développer le Mali, pour moi en tout cas, il faut aimer le Mali. C'est important. C'est-à-dire qu'il faut avoir cet amour. Je pense que les gens qui vont dire, moi je vais aller, je vais faire des sous, mais pourquoi tu fais... Si c'est l'argent qui t'intéresse, pourquoi tu ne fais pas des sous? C'est mieux. Là, tu auras ton chômage, tu auras ton CDI, tu auras des aides. C'est mieux. Si c'est vraiment pour une question d'argent, moi c'est ce que je conseille. Mais si on se décide d'entreprendre quelque chose au Mali, pour moi, il faut aimer le Mali. Moi, si je le fais, c'est parce que j'aime vraiment le Mali. Et peu importe ce qui se passe, j'aime le Mali comme j'aime mon enfant. Les enfants font des bêtises. Ils font des choses, est-ce qu'on va les jeter? Non. Donc, il faut aimer. Si on n'aime pas, ça va être compliqué. C'est juste ça que je veux dire. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une dernière question pour moi, Sylvie, ou est-ce qu'on va interroger notre jeu commun? Visiblement, vous avez toutes les réponses à vos questions, et c'est parfait. Applaudissements pour moi, Sylvie. Merci.